Alors, je vous remercie beaucoup d'être là. La dernière fois, j'ai été plus long que ce que j'avais prévu, donc je vais essayer aujourd'hui de ne pas vous tirer jusqu'à plus d'heures et d'être plus condensé. Pas sûr que j'y parvienne, mais je vais essayer en tout cas. Et donc, je m'étais proposé de lire, je vous ai envoyé les références de la page 13, le paragraphe qui s'intitule «Le symbolique, l'imaginaire et le réel», de lire jusqu'à la page 17 en haut de page. Soyons sérieux, revenons à faire ce que j'essaie. Lorsque je disais, mais vraiment c'est ce qui m'a marqué, juste en préambule, comme ça, qui était adressé à ceux qui étaient déjà là, que la difficulté de cette partie, comme la précédente, c'est à quoi s'agripper pour pouvoir tirer quelque chose du texte. Si on évite l'explication de chaque paragraphe, il est écrit ça, il dit ça, ça veut dire ça, ou bien les références sophistiquées, chaque fois qu'il y a un nom propre, chaque fois qu'il y a une référence, amener justement d'autres textes qui permettraient de, de préciser l'affaire. Je préférais qu'on se retrouve dans la position de 1974. En 1974, j'avais un âge où j'aurais pu assister à cette intervention de Lacan à Rome. Je l'ai entendu peu de temps après à la Maison de la Chimie à Paris pour un colloque qui portait sur, si ma mémoire est bonne, les mathèmes et la transmission. Mais à cette époque-là, en 1974, j'avais dû déjà rédiger à peu près la moitié de ma thèse de doctorat, donc j'aurais pu assister. Mais je n'ai pas assisté, mais l'idée aujourd'hui, tant d'années après, c'est de me dire tout simplement quel effet a pu produire ce texte sur ses auditeurs, non pas le faire au sens sociologique et d'aller les interviewer, il y en a encore beaucoup qui, toujours présents, toujours dans le monde, qui y ont assisté, mais de savoir comment un tel texte pouvait être reçu. Donc 74, et de voir qu'est-ce qui est nouveau et en quoi il y a des scansions possibles qu'on peut repérer. Alors, je ne vais pas chipoter et chercher les scansions avant même d'avoir fait le travail, donc je vais faire le travail de le lire quasiment ligne à ligne et de voir qu'est-ce que ça peut produire. Effectivement, comme c'était un texte dit, une conférence, personne n'avait la possibilité d'aller chercher les références, de dire oui, mais alors Leibniz, telle page, etc., puisque ça, c'est le propre des textes écrits qui peuvent être lus au rythme de chacun, au rythme des références, au rythme des dictionnaires, des encyclopédies, des précisions, etc. Là, c'est un texte dit, d'autant plus que vous pouvez l'écouter, comme je le dis chaque fois, sur YouTube. On entend à peu près, c'est une voix particulière, une voix qui n'est plus les voix d'aujourd'hui, mais qui a toujours été la voix de Lacan. C'est une voix qui a des intonations parisiennes particulièrement fortes, m'a-t-on dit. J'ai fait écouter, je vous l'ai déjà dit, j'ai fait écouter une partie de la bande à des comédiens de la Comédie Française, qui donc savent ce que c'est dire un vers, qui savent les intonations, même des enseignants du conservatoire, etc., de Paris, et qui m'ont dit c'est vraiment typique d'une voix du Paris qui n'existe plus tout à fait. Donc, à la page 13, Lacan prend une série de 3 termes, le symbolique, l'imaginaire et le réel, qu'il met dans cet ordre, c'est-à-dire S, grand S, grand I, grand R. Et il dit, ça a pris du sens
rangés dans cet ordre. S-I-R. Donc c'est la modalité de rangement qui produit ce sens-là. Mais il dit quand même, c'est le premier mot, que si certes ça a pris du sens, il y a une dimension d'inouï, c'est-à-dire quelque chose qui, à l'intérieur du sens, fait subversion, si on veut bien définir l'inouï comme cela. Donc à la fois, ça prend sens rangé dans cet ordre, mais le risque serait de ne voir que le rangement, en oubliant qu'un tel rangement est inscrit au titre d'un inouï. L'avoir ainsi introduit est un inouï, mais ensuite, en quelque sorte, le sens est devenu un sens, sinon courant, tout au moins qui gonfle les voiles de notre époque. Autrement dit, si j'entends bien, SIR, la première introduction, premier nouage, la première trilogie, qui avant lui n'avait pas été produite dans le champ de la psychanalyse, ou même dans le champ de l'épistémé en général, c'est une construction, c'est une production, c'est une invention qui est marquée du sceau de l'inouï. Mais dès que cet inouï surgit, ensuite le sens advient, à savoir un certain ordre de rangement, et il dit même qu'à cause de lui, Lacan, ce SIR est venu gonfler les voiles de notre époque. Donc on peut l'entendre comme le risque immédiat que toute nouveauté, tout caractère inouï se trouve ravalé à une prise dans le sens et d'un ordre qui paraît aller de soi. C'est le propre des grandes découvertes, c'est qu'une fois que c'est découvert, une fois que c'est introduit, si ça clipe avec l'époque, ça produit un sens qui relève de l'ordre même qui vient d'être proposé au départ comme nouveauté. C'est sûr que, par exemple, Lacan y insiste à certaines occasions sur l'effet subjectif que produit une découverte chez son découvreur, et il cite Champollion qui, après avoir élucidé en quelque sorte le secret des Égyptiens, le secret des hiéroglyphes, d'ailleurs c'est une grammaire, c'est un lexique, etc. Et il établit une grammaire de l'égyptien qui a été réédité, que j'aime beaucoup, que je feuillette. Naturellement, je n'y comprends strictement rien, mais néanmoins, on voit l'énorme travail fait par Champollion. Eh bien, ça a produit chez Champollion un moment où il s'est éclipsé de la scène, une sorte de coma qui a duré, si ma mémoire est bonne, 3 jours. Comme quoi, une découverte est telle, elle est tellement inouïe par rapport au système du sens, c'est-à-dire qu'on disait que c'était des représentations graphiques, mais que ça ne signifiait rien, il n'y a pas la possibilité d'établir une grammaire, il n'est pas possible de les isoler comme des hiéroglyphes, produisant donc une lecture. Eh bien, ça avait produit, en quelque sorte, un court-circuit dans le système symbolique, un inouï qui surgissait, et ensuite le sens a repris ses droits, puisque, si ma mémoire est bonne, Champollion construit, à partir de la pierre de Rosette, où il y a
les différentes inscriptions, c'est-à-dire le hiéroglyphe, le démotique et le grec, si bonne mémoire. Si je me trompe, vous m'enverrez un petit mot pour me dire que je l'ai pas écrit, ça. Ma mémoire peut-être fait défaut. En tout cas, j'ai vu la pierre dans le musée où elle est exposée. Et effectivement, ensuite, il y a les cartouches, et le cartouche, c'est le cercle qui entoure certaines formulations et qui lui a permis de découvrir en quelque sorte le secret de l'Égyptien. C'est la même idée qu'on a là. C'est-à-dire qu'une fois que c'est découvert et inouï, ça se range dans un ordre et ça prend le sens de l'époque, puisque depuis Champollion, on peut lire les hiéroglyphes. On a une collègue de Montpellier, certains le savent peut-être, à Montpellier, il y a un département d'égyptologie qui est axé sur la langue de l'ancien égyptien, où on apprend à lire les textes. Donc, on en est à ce point. Et si j'insiste autant, pour ce qui apparaîtrait des formules relativement banales, c'est que j'aimerais qu'on ne recouvre pas l'inouï de départ. Je vous dis pas que je vais y arriver, je vous dis pas que j'en suis capable, mais enfin, j'aimerais ne pas recouvrir l'inouï de départ. Je me rappelle bien avoir choisi la psychanalyse il y a longtemps, justement pour cette dimension d'inouï. Le sens m'ennuyait, les habitudes m'ennuyaient, mais l'inouï, oui. Dont le risque, une fois qu'on choisit l'inouï, c'est après l'avoir choisi, de le perdre, d'obsessionnaliser le dispositif. Page 14, là ce que j'ai commenté était à la page 13, page 14, il dit au départ, ça ne manque pas de sens, et il dit même que la preuve, c'est que la pensée consiste justement à faire surgir du sens. C'est une formule un peu rapide, mais on voit que ce n'est pas une formule sympathique pour la pensée. Et ça peut toucher certains, par exemple, ceux qui ont voué leur vie, entre guillemets, à la clinique, certes, mais aussi par ailleurs à l'étude, au savoir, etc., ce que plus personne n'ose appeler des intellectuels, parce qu'il n'y en a peut-être plus, enfin, comme catégorie sociale. Enfin, ceux qui ont vécu à lire des textes, et qui donc aiment leur pensée, croient à leur pensée, par définition. Mais ça, s'ils font une analyse, ça mettra en cause leur amour de leur pensée. Ils sauront même que leur pensée, ce qu'ils pensent être leur pensée, c'est la pensée de leur grand tas. Ils auront peut-être même lu la référence à un cas de passe rapporté dans la proposition, et où effectivement Lacan fait surgir un homme qui, dans son récit, dans sa pensée, se voit réduit à n'être que de la merde dans le champ d'épandage des pensées du père. Il faut c'est faire l'épreuve que, quand on tient à sa pensée, quand certains peuvent même dire c'est ce que j'ai de plus réel, ma pensée, on peut être un obsessionnel et avoir cette formule, même si on n'est pas un intellectuel, entre guillemets, mais le terme est désuet aujourd'hui, un intellectuel de formation et de métier. Au fond, la phrase de Lacan qui déprécie la pensée, c'est qu'elle consiste par le sens. Son point de consistance, c'est d'être du sens, c'est pour ça qu'il dit, en utilisant une négative, ça ne manque pas de sens.
c'est en cela que consiste la pensée. Et la pensée, par exemple, de l'obsessionnel, une pensée qui sature de sens. Il y a fort longtemps, peut-être 25 ans, Alain Miller avait eu lors de journée de l'école, avait fait une référence aux compressions du sculpteur César, qui est marseillais d'origine, et qui montrait, les termes de l'époque donc, que l'analyse appliquée à un obsessionnel, c'était de passer d'une compression de plusieurs tonnes, comme vous en voyez dans les musées, compression de voitures par exemple, de passer donc de plusieurs tonnes à une petite compression que l'on peut mettre dans la poche de son veston. C'est pour faire entendre la dimension de la consistance, non pas du tout en termes logiques, là, mais en termes presque imagés par les compressions du sculpteur César. Et chaque fois que j'ai vu du reste ces grandes compressions, en quelque sorte, j'ai vu le poids des pensées. C'était pas amusant, je vous dis, j'ai jamais vu ça avec un plaisir particulier. Vous enregistrez pas. Recording in progress. Commence, je suis désolée. On commence. Oh, ça m'ennuie. Combien j'ai perdu? 10 minutes. Bon, je les enregistrerai comme je peux pour faire un début. Donc, c'est cette... Vous voyez, la pensée, ça sert à ça, de voir qu'on n'est pas enregistré. C'est pratique dans la vie sociale, je vous l'accorde. Mais on sait le poids que ça a par ailleurs. Donc la consistance de la pensée qui est en quelque sorte du sens pétrifié. C'est pour ça que j'aime beaucoup les compressions de César. Par contre, les expansions de César, vous savez, c'est une sorte de masse qui se répand et qui ensuite se fige. C'est moins représentatif de la pensée, me semble-t-il. Ou alors c'est la pensée expulsée, la pensée excrémentielle. Mais l'intellectuel veut une pensée qui consiste justement et pas une pensée excrémentielle. Et là, il ajoute une phrase à propos de cette consistance de la pensée. Il a dit des mots, M-O-T-S, qui introduisent dans le corps quelques représentations imbéciles. C'est comme ça qu'il définit la pensée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne l'articule pas simplement « je pense de façon abstraite », mais en quelque sorte une pensée qui touche au corps et qui vient se manifester par des représentations imbéciles. Moi, j'aime beaucoup, je dois dire, cette remarque, parce qu'elle peut parler à chacun, d'autant plus s'il a fait profession de penser, ou de croire penser, ou de penser que peut-être il croyait penser. Il y a la possibilité de ce réflexif inlassable. Et donc, tout ce fatras de pensée, c'est extrêmement utile de le voir par Lacan traiter de représentations imbéciles introduites dans le corps. Effectivement, ça retient les corps. Ça peut les mettre sagement en place, mais ça peut les retenir. Il suffit d'écouter les hystériques lorsqu'elles parlent de leur homme ou de leur femme. On parlait dans les termes d'aujourd'hui, mais enfin ceci, que le partenaire en tout cas incarnerait quelque part les pensées
Eh bien, les plaintes hystériques, à juste titre, pointent le caractère imbécile des représentations de la pensée à ce moment-là chez le partenaire. Car quelle que soit l'intelligence, la culture, etc., liée à la pensée et à sa manifestation, par exemple, chez l'obsessionnel, ça n'enlève pas le fait que ce sont des représentations imbéciles, non pas dans leur contenu, mais dans l'usage qu'en fait la pensée. De toute façon, chaque fois que Lacan critique la pensée, et où on peut entendre pas seulement, mais aussi, ça peut être la pensée philosophique, mais on peut entendre aussi la pensée incarnée dans le corps de l'obsessionnel, je dois dire que j'éprouve toujours une jubilation, car vous ne me ferez jamais aimer la pensée de l'obsessionnel, et vous vous doutez bien que cette pensée de l'obsessionnel, c'est celle en quelque sorte avec laquelle je me suis construit et déconstruit par l'analyse. Je ne livre pas de secret d'alcôve, car quand même ma façon de dire et de procéder montre les restes de la pensée obsessionnelle. Les débris métonymiques de la pensée obsessionnelle. Donc n'attendez pas à ce que je sauve la pensée, mais qu'au contraire, acceptons qu'elle soit imbécile, qu'il y ait une bêtise du signifiant, et que l'inouï vienne produire une subversion. Alors le truc, comme dit Lacan, toujours à la page 14, le truc c'est que le sens se loge dans l'imaginaire. Et là, on a une construction au fond par palier. Lacan ne donne pas forcément les articulations ou toutes les articulations, il procède par juxtaposition, comme s'il parcourait un appartement et qu'il nomme chaque fois les pièces dans lesquelles il passe, ou s'il nommait les marches d'escalier de l'escalier qu'il monte. Donc vous avez le sens, consistance, la pensée, les représentations imbéciles introduites dans le corps, effet de pensée, imaginaire. Oui, la démonstration n'y est pas. C'est un rappel d'une topologie de ce qu'il a déjà démontré, dit, etc. Il parcourt cet espace qui est le sien. Il ajoute donc imaginaire pour retrouver l'une des trois catégories, dans d'autres lieux il dit consistance, qu'il a introduite, celle qui est centrale entre le symbolique et le réel. Si on reprend l'ordre, le symbolique, l'imaginaire et le réel. Et il dit même que cette articulation, le sens, la consistance, la pensée, les représentations imbéciles envahissant le corps, relève de l'imaginaire et que nous en avons une preuve dans l'histoire de la pensée, la grande histoire de la pensée, et il nomme l'idéalisme. Donc c'est une façon de tirer le petit escabeau sur lequel l'idéalisme se pose, c'est faire chuter la sculpture parce que la colonne est jetée à bas, à savoir que l'idéalisme en philosophie, là, est pris par un bout qui le ravale. Jusqu'à ce qu'il écrive cette phrase, qui je trouve formidable parce qu'elle est critique,
elle est méchante, etc. La pensée, virgule, c'est bien ce qu'il y a de plus crétinisant à agiter le grelot du sens. Pour ceux qui connaissent peut-être, parce qu'ils sont étrangers, le mot, connaissent moins bien le français, ils connaissent pas le mot grelot, c'est quelque chose qu'on met autour du cou des chiens, des ânes, etc. Et naturellement, ça fait une petite clochette et on sait où ils sont. Vous voyez quand même que le sens est réduit à la clochette du chat, du chien, de l'âne, etc. Donc, une sorte de ritournelle un peu agaçant. Et il dit que c'est ce qu'il y a de plus crétin. Donc, la pensée est crétine en ceci qu'elle agite le grelot du sens. Et il faut voir que cette pensée dont il parle, c'est aussi cette pensée qui a une telle ampleur dans le champ de l'épistémé, à savoir l'idéalisme. L'idéalisme, c'est d'immenses bibliothèques avec un nombre incalculable de livres qui remplissent les rayonnages. Marx, comme vous savez, a essayé de remettre la théorie de Hegel sur ses pieds pour en produire une théorie qui ne soit plus idéaliste. Sur ce renversement, il y a de très beaux textes de Louis Althusser tirés du premier Marx. Donc on voit l'ampleur que, au fond, Lacan se permette de dire que, au fond, l'idéalisme, y compris l'idéalisme dans la philosophie, pas simplement l'idéalisme de tel ou tel sujet, c'est ce qu'il y a de plus crétinisant en ceci qu'il procède et il s'agence à partir du sens. D'où cette formule, page 14. Et il faut voir qu'à ce moment-là, 1974, l'enseignement de Lacan intéressait grandement les philosophes. Et depuis déjà quelques années, déjà depuis 10 ans, puisqu'en 64, Lacan commence son séminaire à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, dans la salle du SAN, et c'est le séminaire 11, les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, il le dit très explicitement au début. Donc il y a 10 ans que les philosophes, de façon assez importante, s'intéressent à lui, alors qu'avant c'était plus des liens avec tel ou tel philosophe, y compris avec des professeurs à l'école normale. Ça pouvait être Jean Hippolyte, ça pouvait être Merleau-Ponty, auquel il consacrera un texte admirable au moment de sa mort. Et d'autres. Il les fréquente. Mais là, c'est toute une génération de jeunes philosophes depuis 64, dont Jacques-Alain Miller, dont François Regnault, dont Gros Richard, etc., qui sont, et quelques autres sont toujours membres de notre école, sont actifs, présents, et qui, pour Jacques-Alain, orientent ce travail. Donc, ce qu'il adresse aux philosophes qui, depuis une dizaine d'années, s'intéressent à lui, le citent et ont commencé à rédiger des thèses sur lui ou à utiliser ces concepts pour leurs thèses à eux, il écrit, page 14, « Comment vous sortir de la tête, vous sortir de la pensée, donc, l'emploi philosophique de mes termes, c'est-à-dire leur emploi ordurier. » Vous voyez, vous êtes philosophe, vous vous intéressez à Lacan, une dizaine d'années déjà, en quelque sorte, c'est connu. En 66, les écrits ont été publiés au Seuil.
Et ce qu'il dit pour qualifier les termes philosophiques qu'il emploie, il dit c'est un emploi ordurier. Il en a un emploi ordurier. Crétinisant est une insulte. Ordurier aussi au sens de l'ordure, et qu'une société se juge à la façon dont elle organise ses ordures, la collecte de ses ordures, etc. C'est les fameuses références au début du texte Litturateur, qui est un texte antérieur, 71 si ma mémoire est bonne, et qui était paru dans la revue Littérature, une revue pour littéraires. Il a un emploi ordurier des termes. Et il l'assume. Et il dit, il faut bien que ça entre. Le verbe entrer. Il suit une remarque qui est souvent citée. C'est en quelque sorte la localisation de la pensée. Ces remarques de 74 sont très importantes pour aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a toute une théorisation qui essaye de localiser la pensée dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle la thèse neuro, qui règne en maître aujourd'hui dans les départements universitaires de psychiatrie, qui tend à prendre l'hégémonie dans les départements de psychologie clinique, et qui procède des théories neurobiologiques, à savoir, au nom des sciences naturelles, de la matérialité même du cerveau, que toute pensée est localisable, et que le point de localisation, c'est ce que l'on appelle un engramme. Vous voyez en quoi les remarques qui vont suivre ont toute leur importance, parce que vous avez là une théorie neuronale du fonctionnement de l'esprit au sens du mind des anglo-saxons, qui est hégémonique dans le champ de l'épistémologie et même de la clinique, puisque ce que nous faisons, de psychanalyse, est exclu de la définition scientifique de la chose. La psychologie aussi, mais enfin, c'est moins important, mais ce qui est plus grave, c'est que la psychiatrie elle-même est pensée comme une discipline métaphysique. Donc idéaliste, donc non matérielle, donc il ne procède pas de Darwin, de Claude Bernard, etc. Aujourd'hui, il y a la volonté de produire que la pensée, c'est-à-dire l'opération la plus complexe produite par le cerveau, donc de produire la pensée comme une opération physico-chimique. Ne croyez pas que j'exagère ou je force le trait. Dans le livre qui paraîtra chez Navarin à demande de Miller en janvier, vous verrez les références des auteurs fort sérieux qui développent cette thèse au Collège de France, notamment. Donc, vous voyez, dès qu'on touche à la localisation de la pensée, vous voyez que ce texte de 74 permet d'éclairer là où nous en sommes, et c'est un usage qu'on peut faire, même si Lacan ne présente pas ainsi. Donc la pensée, disait-il, vous vous imaginez que la pensée, ça se tient dans la cervelle. On dirait quasiment la thèse d'aujourd'hui. La pensée est interne au cerveau
et se repère et même se voit si vous avez des caméras ou des IRM spécialisés qui vous permettent de vérifier l'affaire. C'est comme ça qu'on parle. Vous imaginez, dit Lacan, que la pensée, ça se tient dans la cervelle, et il ajoute, moi, et là c'est une formule relativement inouïe, moqueuse, très moqueuse. Moi, je suis sûr, dit-il, que ça se tient dans les pauciers. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce mot de la langue française, ça s'écrit P-E-A-U-C-I-E-R-S, les pauciers du front. Donc, je précise, les pauciers, ce sont des muscles, généralement articulés à l'os, et qui permettent, quand je parle, de bouger ma bouche, de pouvoir froncer, c'est ça, oui, froncer mon front, et de pouvoir bouger mes paupières, bref, ce qu'on appelle l'expressivité du langage. Ça nécessite un certain nombre de muscles pauciers. Et il dit, ça se situe dans les muscles pauciers du front. Vous pouvez faire des grimaces, etc. Exactement, ajoute-t-il, comme chez le hérisson, le petit animal avec les piquants. Alors là, vous vous dites, je comprends plus rien, parce que la pensée n'est pas dans la cervelle, mais elle se tient dans les pauciers du front, et on est comparé au hérisson. Donc c'est un double procès, en quelque sorte, de dévalorisation de la pensée, de dévalorisation du cerveau comme organe là réduit à la cervelle. On ne vend pas des cerveaux dans le commerce, ni dans les magasins, mais dans les triperies, on peut vendre de la cervelle fraîche. On peut faire cuire des cervelles, etc. Donc c'est encore plus dévalorisé comme terme, et qu'au fond, le cerveau, qui est l'organe le plus complexe, dont les circonvolutions, etc., permettent d'engranger 100 milliards de neurones, avec des connexions synaptiques qui sont au nombre de 1 million de milliards de connexions. Vous voyez que cet organe extrêmement prestigieux, complexe, véritable Eldorado par rapport à d'autres organes du corps beaucoup plus sommaires, eh bien, Lacan dévalorise et cet organe et en quelque sorte son produit qui serait la pensée. Vous avez une phrase de Cabanis, c'est un auteur du 19e siècle, qui est souvent repris par les neuroscientifiques aujourd'hui. La phrase est la suivante. Le cerveau sécrète la pensée comme le foie la bile. Et vous voyez que tout ça est démantibulé en une phrase moqueuse par Lacan, puisqu'au fond, il va parler des pauciers du front, qui ne sont pas d'une très grande complexité. Quand vous envoyez la coupe, vous trouvez ça sur Internet, je suis allé vérifier, et qu'ensuite, on est comparé au hérisson, qui n'est pas l'animal le plus intelligent, enfin, qui n'est pas associé à l'intelligence, c'est pas le singe supérieur. Et il ajoute, pour encore continuer la dévalorisation de la pensée et de l'organe qui le produirait, si vous pouvez penser avec les pauciers du front, vous pouvez aussi penser avec les pieds. Et là, évidemment, vous avez la référence à une expression française qui est « tu es bête comme tes pieds ».
les pieds étant une partie du corps dans une sorte de représentation symbolisée, parce que c'est la partie la plus éloignée de la tête, du prestige, de l'œil, de la parole, du cerveau, etc. Eh bien là, c'est l'élément le plus dévalorisé dans une sorte de symbolique élémentaire. On pourrait se demander, par exemple, dans les tableaux classiques, comment sont traités les pieds par rapport au visage, par rapport à la tête, par rapport à la pensée, etc. On peut vérifier ça en allant lire aussi La légende dorée de Jacques de Voravagine, qui est le fameux texte avec lequel on peut se promener dans les musées italiens parce que toute l'iconographie qui nous est aujourd'hui incompréhensible est développée en termes théologiques dans en quelque sorte ce manuel de l'époque. Donc vous voyez, la pensée, ça finit les pauciers du front et même dans les pieds. Alors je précise, ça m'a amusé d'aller le chercher parce que je l'ignorais dans la précision. Les muscles pauciers chez le hérisson sont des muscles striés à contraction volontaire, ce qui permet de hérisser à souhait le manteau épineux. Et il y a entre 6000 et 8000 pics chez un hérisson en cas de danger ou de les aplatir contre le corps. Et vous savez, c'est ce mouvement où le hérisson se retourne et se retrouve en boule avec le manteau épineux, les épines vers l'extérieur. Bon, vous voyez à quoi on est comparé, à quoi est comparée la pensée, à quoi est comparé, y compris l'idéalisme. Il dit quand même que ISR, imaginaire, symbolique et réel, qu'il met là dans cette articulation, partant donc de l'imaginaire dont il vient de parler, ça aide à frayer le chemin de l'analyse. C'est-à-dire que le nouage ISR permet à ceux qui l'écoutent de s'orienter dans l'écu. Et là aussi, il n'y a pas de transition. C'est ça la difficulté du texte, c'est qu'il n'y a pas de transition et on va pas introduire les transitions. Ça serait, je pense, à raser la radicalité du texte. C'est plutôt de voir les pièces qu'il parcourt. Et la pièce qu'il parcourt là, nouvelle, c'est ce qu'il appelle les ronds de ficelle, SISR. Ce sont des ronds de ficelle. Tout le monde sait que Lacan, depuis des années, manipule au tableau des ficelles dans son cours, qui commente, qui y fait référence, qui les dessine, qui les colorie, etc., qu'il se fait aider par des mathématiciens, donc personne n'ignore ça parmi ceux qui sont présents dans 74. Et il dit avec les ronds de ficelle, il ne s'agit pas de les ronronner, c'est-à-dire il ne s'agit pas de les intégrer dans la pensée. Ça, c'est un point très important. Il y insiste aussi dans le séminaire encore, qui précède donc 74, là je le cite, et où il dit que les nœuds ne sont pas des métaphores. Il ne s'agit pas de les faire fonctionner comme des éléments de pensée qui aboutissent toujours au chipotage. D'abord, on n'arrive pas. Pour que vous puissiez y penser, il faut d'abord, dit Lacan, que vous les mettiez à plat, que vous les voyiez à plat. Mais si vous les prenez dans la main et que vous les mettiez en boule, en quelque sorte comme le hérisson quand il se fait boule, votre pensée ne peut plus les penser. Il faut que la pensée voie les nœuds à plat, qu'elle résonne donc dans un système euclidien et surtout un système à plat. Dès que vous prenez le nœud qui a toujours son caractère de nouage borroméen, ça ne change rien. Que vous fassiez des ficelles, sorte d'ensemble dans le creux de la main,
où la vision ne voit plus rien, eh bien, c'est en quelque sorte la preuve que c'est pas fait pour le ronron de la pensée. Vous voyez toujours les termes négatifs. Il ne s'agit pas de les ronronner, c'est-à-dire il ne s'agit pas de les penser. Il ajoute, il faut que ça vous serve. Donc ça se manipule les mots. C'est intéressant parce qu'on pourrait se demander alors si en forçant le trait, la pensée sert à quelque chose si ce n'est à ronronner. Est-ce que la pensée peut faire autre chose que ronronner? Est-ce que la pensée peut être autre chose que crétinisation? Est-ce que la pensée peut être autre chose que représentations imbéciles engagées dans le corps? À ce moment-là, si on écoute Lacan à ce moment-là, c'est-à-dire lorsqu'il est dans cette salle et où il parle, il semblerait qu'il veut vraiment attaquer la pensée, subvertir la pensée, et de ne lui laisser aucune chance. Parfois, on attaque la pensée et puis on la sauve parce qu'on dit qu'elle permet la sublimation. Mais vous verrez que dans ce texte-là, la sublimation n'est pas une issue. Alors, il y a une phrase étonnante à la page 14. C'est lorsque Lacan donne cette précision qu'il a sorti son trinôme RSI bien avant le discours de Rome. Non pas celui qu'il fait, le troisième. Le second, c'est Raison d'un échec, où là, c'est un texte très pessimiste, alors que celui-ci, et Jacques Alain vraiment nous éclaire lorsqu'il insiste un texte joyeux qui casse tout, qui démantibule, qui vide les pièces de la pensée, premier discours de Rome, donc c'est 50. Et il dit, bien avant le premier discours de Rome, donc bien avant 1950, j'avais déjà sorti RSI. Alors, c'est une phrase qu'il faut prendre avec prudence. On peut aller voir les textes avant 50. Vous pouvez prendre par exemple La causalité psychique, qui est un grand texte qui a une fonction d'orientation de la psychiatrie et qui fait une distinction radicale entre la neurologie et la psychiatrie. Et qui introduit la causalité psychique en l'opposant à l'organogénèse. Est-ce que, par exemple, dans ce texte-là, vous trouvez introduit quelque part RSI? On doit pouvoir arriver à se poser cette question et produire des résultats. J'ai pas voulu le faire volontairement parce que c'était trop long, me contentant de la formule suivante. Ce n'est pas explicitement présenté comme tel dans les textes antérieurs. Il n'y a pas un texte où il y a l'idée d'un nouage RSI, sauf à inventer, à dire que dans l'après-coup, tout était déjà là, bien évidemment. Enfin, si on ne veut pas forcer les textes, leur faire dire vraiment manifestement ce qui n'est pas explicitement formulé, il y a la référence au réel, il y a la référence au symbolique, il y a la référence à l'imaginaire, c'est certain, c'est absolument certain. La définition qu'il peut donner de la folie et de l'aliéné est inséparable d'une référence à l'imaginaire, d'une référence au symbolique, d'une référence au réel, mais ils ne sont pas présentés comme tels, autonomisés comme tels, énoués comme catégorie.
Donc, ce qui est intéressant malgré tout, c'est de voir que, au fond, Lacan dit j'ai systématisé ce que, en quelque sorte, j'avais introduit d'emblée, mais que je n'avais pas encore pu systématiser. RSI systématise, parce qu'on peut aller jusque-là, tout ce que Lacan a écrit et a voulu apporter dans le champ de la clinique, même avant 50. Ça, c'est une piste de travail, c'est une recherche. Et il dit, à propos de RSI, que ça doit vous servir à apercevoir la topologie que ça définit. Il ne s'agit pas de la définir par la pensée, il s'agit de la définir par manipulation du nœud. Le manipuler, s'en servir et non pas ronronner. Ce qui résonne avec cette phrase qui est souvent citée, se passer du père, c'est-à-dire finir d'y penser pour pouvoir s'en servir. Ça, l'obsessionnel, je vous cache pas que penser au père, c'est son métier en quelque sorte, c'est sa vie. Il passe probablement plus de temps à ronronner sur le père, la catégorie du père, ou si impropre, le cas échéant, qu'à s'occuper du ou de la partenaire amoureuse ou amoureux. Et donc, ça définit une topologie quand on s'en sert. En particulier, ça vérifie quelque chose qu'on peut se représenter dans la pensée, mais qui n'est pas l'objet, mais qu'on doit découvrir par la manipulation, à savoir que le caractère borroméen du nœud se perd en coupant un et un seul, et que la coupure d'un des nœuds qui rend les autres libres est la preuve du caractère borroméen, mais c'est une preuve en quelque sorte qui opère par la manipulation topologique. Ce qui veut dire, ajoute-t-il, il joue avec le français, que ce qu'il propose, ce n'est pas de se prendre les pieds dans les nœuds, dans les ronds, ce n'est pas cela que j'appelle penser avec les pieds. Autrement dit, manipuler les nœuds a des exigences de doctrine, a des exigences de pratique. Si simplement on en arrivait là, vous voyez que le pas qui est accompli a son poids. Vous êtes dans la salle, c'est 1974, vous êtes à Rome, il y a des fresques, et vous avez Lacan qui énonce cela, qui est un ensemble de coups portés contre la pensée, et que ce qu'il propose, pour en quelque sorte y objecter à la pensée, donc à sortir de la crétinisation, à sortir de l'ordurier, à sortir des localisations prestigieuses que la théologie a longuement développées. L'œil, par exemple, c'est l'organe noble, etc. Il objecte par le nœud, et dont il nous dit c'est pas une objection dans la pensée, c'est une objection par la manipulation, par s'en servir. Définir une topologie et où la preuve, c'est la coupure effectivement réalisée. Voilà où un année, c'est quand même des coups rudes portés contre, y compris le public d'intellectuels qui était quand même dans ces années 74 le public qu'attirait la psychanalyse. Aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup moins net. La psychanalyse attire beaucoup aussi comme promotion sociale,
trouver une issue, etc. Là, c'était pas ce, il y avait cette dimension aussi. Mais c'était quand même des gens qui avaient misé sur la pensée et qui l'avaient prouvé par leurs études, par leurs diplômes, par leur formation. Donc le coup est d'autant plus fort que le public n'est pas dépourvu de pensée. Aujourd'hui, la pensée est moins bien vue, donc ces phrases-là pourraient apparaître pour beaucoup, ben, tant mieux, la pensée on s'en fout, après tout à quoi ça sert, etc. Pour toute une génération, c'était notre monde, c'était notre idéal. C'était ce par quoi on nous sélectionnait en plus. On ne nous sélectionnait pas sur à quoi ça sert. On nous sélectionnait sur comment ça pense. Page 14, Lacan revient là aussi, il n'y a pas de transition. C'est un texte, au moins dans ce passage, sans transition. Il revient sur l'introduction de l'objet A et il dit il y a le nœud. Si vous le mettez à plat, vous pouvez serrer la partie centrale. Vous pouvez donc assurer un coincement, comme il dit, du symbolique, de l'imaginaire et du réel dans le nœud. C'est pour notre bêtise mentale qu'il faut le mettre à plat. Le nœud n'est pas un nœud parce qu'il est à plat et qu'on voit ce que je suis en train de vous dire, le coincement. C'est notre bêtise. C'est la bêtise de notre imaginaire. On ne peut pas se représenter autrement. Même qu'on n'arrive pas à se représenter un espace non euclidien. Et pourtant, il existe des mathématiques non euclidiennes, la courbure positive, la courbure négative, et ça permet, y compris, de produire des découvertes qui ont des conséquences pour la physique elle-même, pour la science, et pas simplement abstraitement. Ça permet de produire, y compris des ordinateurs, des théories en astronomie, etc. Bon, enfin, notre bêtise donc consiste à imaginer le nœud à plat, de le voir à plat, et il dit au coincement du symbolique de l'imaginaire ou du réel, c'est là où il faut introduire l'objet A. Alors ça, c'est toujours très intéressant. Il n'a cessé d'y intervenir dans ce qui précède, dans son enseignement, à savoir que s'il n'y avait pas petit a au coincement du symbolique de l'imaginaire et du réel, il faudrait dire que le nœud est une métaphore, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il serait une façon de dire dans la pensée. Et que c'est simplement parce que Lacan insiste sur ce que détermine le coincement du symbolique de l'imaginaire et du réel, à savoir là où s'isole l'objet petit a, qui bien entendu ne se voit pas, ne se représente pas, il se déduit. Eh bien, s'il n'y avait pas cette introduction de l'objet, que Lacan positionne au coincement, c'est comme ça la topologie qu'il construit, un coincement et l'objet petit a, c'est comme ça qu'il le représente dans les pages qui suivent, je fais l'hypothèse que le nœud ne serait qu'une opération de pensée. C'est-à-dire que le nœud, en quelque sorte, tomberait juste, il n'y aurait pas de reste, et qu'on pourrait faire du nœud ce qu'on fait d'une équation mathématique sans reste. Donc ça objecterait le nœud s'il n'y avait pas le petit a que Lacan inscrit, et qui est au cœur
construction qu'il fait du nœud, la façon qu'il a de le penser, c'est le cas de le dire, mais de le penser comme ficelle, comme nouage, eh bien alors nous resterions dans le champ d'une opération qui procéderait du signifiant, qu'il imaginariserait, etc., mais qui procéderait exclusivement du signifiant. Donc la localisation, peut-être faut-il pas dire localisation, peut-être faut-il dire l'introduction, ou alors localisation, mais pas au sens d'un topos précis, mais au sens d'une catégorie topologique. Donc au coincement du symbolique imaginaire et duel, vous avez une topologie qui se crée, un objet topologique qui est petit a. Alors il dit pas plus, mais je crois que c'est crucial de voir que petit a, au fond, c'est ce qui objecte à la pensée. Vous êtes obligé d'introduire la pensée d'un côté et le signe égal avec le slash dessus, c'est-à-dire la différence absolue avec l'objet. Ils sont incompatibles. Bien sûr, la pensée peut recouvrir l'objet. L'obsessionnel, c'est ça. Affronté à l'objet anal, comme disait Freud, et à sa rétention, ensuite, il peut le couvrir de la pensée retenue. Même comme ça, construire des montagnes de pensée qui ne sont que des tas de merde. C'est du Lacan dans le texte, à propos du cas de la pteupase dont je vous ai parlé. Mais l'objet A, dans sa définition, objecte à la pensée. De même qu'il nous dit qu'il objecte à l'objectivité. Dans d'autres lieux, dans d'autres textes précédents, il objecte à l'objectivité. Donc là, on arrive déjà, il me semble qu'on a une première halte. On a une première halte que je vous propose de faire. On arrive à un tout petit plateau, pas très original, mais bon, on a quand même un moyen d'assurer un peu ce que nous avons dit précédemment, d'avoir une sorte de prise. À savoir qu'il y a une dévalorisation de la pensée, une critique de la pensée, des insultes contre la pensée, et la façon dont la pensée est théâtralisée de la façon la plus somptueuse et radicale dans l'idéalisme. Vous avez entendu philosophie ou théologie. Ensuite, ce ravalement va jusqu'à la pensée au fond des sujets, du parlette, si vous préférez. Puisqu'il pense pas avec sa cervelle, mais c'est les muscles possiers du front avec la référence au hérisson. Et là, après avoir fourni ces critiques, y compris je pense avec mes pieds, donc la pensée zéro, dans le champ de la valorisation, il introduit le nœud lui-même qui pourrait être un objet de pensée, sauf qu'il positionne dans cette topologie petit a qui est l'objection à la pensée. Et il y a un renversement, c'est intéressant d'arriver à ce point. Pour ceux qui ont l'habitude des textes, diront et auront 50 références pour penser dans leur tête, à juste titre, que ça, Lacan l'a déjà dit, que le petit a objectait à l'objectivité, qu'il objectait à la pensée. Il n'a peut-être pas dit dans les autres textes de façon aussi radicale, de façon même intempestive. Mais le renversement, puisque Lacan va très vite, en quelque sorte, il fait c'est des tirs en rafale. Vous avez cru que Lacan c'était ceci, 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 ceci. Bon, d'accord. Non, 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 non. Et le renversement,
certes qu'il a déjà théorisé, mais là, il l'introduit comme une rafale supplémentaire. Il dit, c'est ce petit A, au coincement du symbolique de l'imaginaire et du réel dans le nœud borroméen, qui est à offrir comme cause du désir de l'analyse. Et là, il y a une référence dans le passage que je lis pour aujourd'hui, c'est la première référence à la cure, pas dans l'ensemble du texte. La dernière fois, j'avais parlé aussi de la cure, mais là, dans les passages que je viens de lire, c'est la première référence qui permet de savoir à quoi ça sert pour la cure. Vous nous l'avez dit, ça vous donne une topologie pour vous orienter. Oui, d'accord, mais laquelle? Là, il y répond, offrir le petit A comme cause du désir de l'analysant, et il ajoute, c'est ce qu'il s'agit d'obtenir. Alors ça, bien sûr, c'est du Lacan, en quelque sorte, connu de ceux qui écoutent sa conférence, son intervention. Ça, Lacan l'a déjà dit, il l'a déjà démontré. Mais ce qui suit est peut-être moins habituel. Donc c'est intéressant de voir dans la troisième ce que Lacan dit, qu'il a déjà dit et qu'il reprend, et puis comment, sans vraiment le nouer, mais en passant de l'un à l'autre, il fait surgir ce qui n'a pas forcément jusqu'à présent isolé de cette façon. Il dit, page 15, une phrase étonnante. C'est ce paragraphe que Jacques Alain a titré de lettres, l'apostrophe E, accent circonflexe TRE, au semblant. Et Lacan dit, page 15, je fais un peu durer parce que c'est une phrase que je peux pas lire trop rapidement parce que elle est inouïe. Ce nœud écrit, dit-il, il faut, du verbe prescriptif, ce nœud, il faut l'être, l'apostrophe, E accent circonflexe, TR, E. Précédemment, il nous avait dit, c'était à la page 14, ISR, ça aide à frayer le chemin de l'analyse. Ensuite, plus précis, offrir le petit A, c'est le rôle de l'analyste, comme cause du désir de l'analyse. Et là, il ajoute ce nœud, donc à la fois SIR et l'objet petit a au coincement des trois ronds, des trois consistances, il dit il faut l'être. Il faut l'être donc. Le nœud incluant, par définition, petit a. Peut-être même s'il n'y avait pas petit a, je ne ferai pas la démonstration ce soir, mais s'il n'y avait pas ce coincement du petit a, on ne pourrait pas couper les nœuds. On pourrait couper les ficelles, mais on ne pourrait pas arriver à avoir la preuve du caractère borroméen du nœud. Le nœud, c'est pas une empirie, c'est une pratique, c'est une épreuve, c'est une manipulation, mais c'est pas pour autant empirique au sens où l'empirie, c'est aussi une doctrine de la pensée, une philosophie. Et il ajoute à propos ce nœud, il faut l'être, il ajoute 2 DE, 2 lettres, l'apostrophe, E accent circonflexe TRE, donc 2 lettres, il faut que vous vous en fassiez le semblant. Plus exactement, il écrit, il faut que vous n'en fassiez que le semblant. Alors là, il y a toute une nouvelle topologie qui émerge et qui me semble déterminante parce qu'elle définit
la position de l'analyse, qui est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît, parce que ça ne relève pas d'une opération de pensée, ça ne relève pas d'une identification, ça ne relève pas de faire comme. Donc on reprend les phrases. Ce nœud, il faut l'être. Dès que vous avez cette formule, vous pouvez y repérer un procès d'identification à l'œuvre. Alors évidemment, s'identifier au nœud beau, RSI, coincement, petit a, c'est un type d'identification qui objecte à l'imaginaire. Mais néanmoins, c'est un procès, un appel à l'identification à l'être. Et là, la bascule immédiate pour couper l'herbe sous les pieds à ceux qui pourraient se dire « Ah, nous nous identifions jusqu'à présent à nos pensées, maintenant changeons notre identification », Lacan vient de le dire, soyons le nœud. Avant, c'était soyons la crédinisation de la pensée, des pensées stupides entrées dans le corps. Je suis ma pensée. Rappelez-vous ce qu'il avait travaillé la fois présente à partir du cogito cartésien, le sous-oui, en se moquant, en ridiculisant presque, alors que c'est le paradigme même de la pensée rationnelle et de la condition de possibilité de la science, et même du sujet de la psychanalyse, comme il avait démontré en 1964. Donc il fait feu de tout bois. Eh bien, on pourrait penser que ces élèves vont récupérer l'identification à l'être, le « il faut » impératif prescriptif, il faut l'être, le nœud. Et là, il coupe sous les pieds de ces élèves ce qui pourrait être la nouvelle identification à la mode, comme il disait au début à propos du le vent qui gonfle les voiles de notre époque, et il dit de l'être, il faut que vous n'en fassiez que le semblant. C'est-à-dire, c'est pas une identification. Et le semblant, abandonner les définitions savantes, très fortes, qu'on trouve chez Lacan dans d'autres séminaires, on va le prendre simplement dans le contexte où il le livre, c'est qu'en faire le semblant, ça peut s'entendre comme, permettez que je le transcrive, peut-être je ne garderai pas, si je devais faire un texte écrit, je garderais peut-être ce que je vais vous dire, enfin, ça me vient comme ça. Tu dois savoir ce qu'est le nœud, tu dois le manipuler, tu dois savoir que les trois consistances, à leur coincement, émerge le petit a, mais justement, en être le semblant, c'est laisser le coincement comme chaque fois renouvelable et possible, alors même que tu pourrais croire qu'en t'y identifiant, tu l'es. Phrase un peu longue, mais c'est pour faire entendre que le semblant à la fois révèle la topologie qui se met en place et le coincement topologique qui s'appelle petit a, mais que l'illusion de s'y identifier doit être par l'analyste combattue, puisqu'il faut s'en faire le semblant, c'est-à-dire en avoir l'usage sans l'être. Autrement dit, autant l'être fige le semblant dans le texte. Je suis très élémentaire. Le semblant, lui, permet la manipulation et l'usage. Alors que l'être, en quelque sorte, par sa fixité, rend impossible l'usage.
Donc c'est une façon de l'être tout à fait particulière et les élèves de Lacan ne peuvent pas sortir de Rome à la suite de cette conférence en ayant en quelque sorte une identification prête à être utilisée. Il fait surgir quelque chose de bien plus difficile, le semblant. Il ne faut pas l'être, il faut être le semblant de l'être. Donc ce n'est pas l'être. Lacan n'en dit pas plus. On pourrait commenter longuement, mais pour le commenter, ça veut dire ça ferait surgir d'autres références. Là, simplement, j'ai voulu insister sur, je vous le propose, que l'usage du nœud, la manipulation du nœud, le se servir du nœud, implique le semblant. Que vous ne pouvez l'utiliser que si vous ne l'êtes pas, si vous identifiez pas. Et que le semblant, au fond, ouvre à la manipulation, ouvre à le se servir. Même la phrase à propos du Père, ne pas s'identifier pour pouvoir s'en servir. Donc il faut l'être, et au moment même où l'être viendrait à se manifester, c'est le semblant qui doit primer. Et non plus l'être. Et il rajoute, il ne va pas plus loin au niveau de ses explications, et il rajoute, ne vous imaginez pas, toujours page 15, ne vous imaginez pas que j'en ai eu moi l'idée. J'ai écrit objet. Et il dit, ça s'apparente à la logique, ça le rend opérant dans le réel au titre de l'objet, dont justement il n'y a pas d'idée. Alors, à propos de l'être et du semblant, c'est intéressant parce que vous avez un exemple clinique, classique, chez Lacan, d'une identification à l'objet. Où ça pourrait se dire, petit a, il faut l'être. On pourrait dire, mais oui, bien sûr, c'est ça. Et à ce titre-là, l'analyste deviendrait la cause du désir de l'analyse. Et vous pourriez évacuer le semblant. Vous pourriez raisonner exclusivement avec la catégorie d'être et d'identification. Vous pourriez même écrire petit a, la barre horizontale, et en dessous, grand S barré. L'exemple clinique qui réalise cette écriture, ce n'est pas l'analyste. C'est la façon dont Lacan écrit dans son texte Kant avec Sade, où il écrit justement la position du pervers. Le pervers se fait objet pour le restituer à l'autre, boucher la castration, etc., ce que Lacan déplie dans son séminaire d'un autre grand A à l'autre petit a. Oui, le risque, si vous enlevez la catégorie du semblant, que vous vous mainteniez simplement à ce nœud, il faut l'être, vous interprétez le texte en quelque sorte de l'être de la mauvaise façon, à savoir opter pour se faire objet
à restituer à l'autre pour boucher la castration et, à l'occasion, provoquer son angoisse de l'autre. Et provoquer l'angoisse, c'est une sorte de made in de la perversion. Enfin, autant où Lacan parlait de perversion en un seul mot. C'est-à-dire de la structure clinique freudienne. Névrose, psychose, perversion. Après, il démontera tout ça, mais enfin, les remarques sur la perversion au sens freudien, reprises par Lacan, ne sont pas invalidées pour autant. Donc on voit que c'est le binôme être et semblant qui permet de déterminer la position de l'analyste, et non pas le simplement il faut l'être. La remarque donc je vous ai lue sur l'objet A, la logique et le pas d'idée, vous voyez que ça ne porte pas sur ce que j'ai lu sur le semblant, c'est une reprise de ce qu'il avait dit précédemment, à savoir que l'objet A objecte à la pensée, objecte à l'idée, objecte à l'objectivité. Et Lacan précise, il faut bien le dire, l'objet dont il n'y a pas d'idée, c'était jusqu'à présent un trou dans toute théorie qu'elle soit. Et c'est là où il écrit petit a. C'est-à-dire là où il y avait un trou, il produit une écriture, petit a, qui va lui permettre ensuite, comme écriture, d'être introduite dans des systèmes d'écriture, dans des mathèmes, dans des discours, etc., permettant donc de ne pas tenir ce trou de la théorie hors la théorie. C'est-à-dire que le petit a, il a une position d'extimité, il est à la fois à l'intérieur et il est à l'intérieur le plus étranger. C'est l'étranger le plus intime. C'est presque un paradoxe. Tout ça a été développé par Lacan. Là, il le reprend. Et il nous dit, c'est pas l'être qui mène le discours. Pas le réel qui mène le discours. C'est le semblant. C'est-à-dire la possibilité que il recouvre une place. On en a l'usage, mais on ne l'est pas. On pourrait même réinterpréter comme ça à l'occasion. Ça pourrait être fait, ça a dû être fait, par exemple, la définition de la folie. L'homme fou, c'est celui qui se prend pour un roi, mais le roi qui se prendrait lui-même pour le roi serait tout aussi fou. C'est-à-dire qu'être roi, c'est une forme du semblant. Et c'est pour ça que vous avez la phrase, page 15, le semblant mène le jeu dans tout discours, et le discours analytique n'y échappe pas. Et texte continue. Ne cherchez pas à chaque fois les articulations, c'est mis à côté, c'est très beau, c'est comme dans un jardin zen, vous avez des pierres, chaque pierre, elle ne prend sa valeur, sa forme, sa puissance, son caractère apaisant ou tout ce que vous voulez, ou référence à la religion, au vide et autres, que parce qu'il y en a plusieurs. Mais entre, vous n'avez pas de passage, vous n'avez pas d'articulation. Là, c'est un peu le texte qui est construit comme ça dans cette partie. Ce n'est pas critiquer Lacan de dire que c'est plutôt un texte qui assène plutôt qu'un texte de démonstration. Mais comme il y a beaucoup d'éléments assénés, à la fin, je pense qu'on arrivera à avoir un ordonnancement et donc une machine de guerre marquée du sceau de l'optimisme, comme Miller le précise à propos de ce texte. Pas un optimisme béat. Alors, à propos du discours analytique, il y a une critique du semblant tel que l'utilise l'IPA,
Il dit comment se démarquer de l'IPA qui fait de ce semblant un semblant plus que nature et affiché, c'est-à-dire qui fait de ce semblant non pas un semblant, mais en quelque sorte le résultat d'une nouvelle identification. Conséquence pour la cure, dit-il, je trouve ça c'est très joyeux. Là. Il dit aux analystes, soyez plus détendus, plus naturels, quand vous recevez quelqu'un qui vient vous demander une analyse. Ne vous sentez pas si obligé à vous pousser du col. Alors moi j'aime beaucoup cette phrase parce qu'on pourrait dire mais qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient faire que le semblant, lorsqu'il est plus semblant que nature, c'est parce qu'il se réifie, lorsqu'il s'affiche. Vous avez en quelque sorte le paradigme ancien, mais toujours présent en 74, du psychanalyste new-yorkais, habillé toujours de la même façon, ne disant jamais un mot, dans un immeuble très chic, dans un cabinet qui ne bouge pas, aseptisé, etc. En quelque sorte, c'est porter le semblant de la fonction analyste, c'est-à-dire celui qui s'oriente à partir du nœud borroméen et du coin sage, où se loge, c'est une façon de parler, se loger, c'est un topos logique, à savoir le petit tas, de le porter comme une décoration à la boutonnière. C'est sa légion d'honneur, c'est sa rosette. Il y aurait écrit « Je suis l'analyste ». C'est un semblant affiché. C'est un semblant en quelque sorte qui se naturalise et qui perd donc sa valeur d'usage. Et donc, comment faut-il entendre « soyez plus détendu, plus naturel quand vous recevez quelqu'un qui vient vous demander une analyse, ne vous sentez pas si obligé à vous pousser du col ». Vous dites, mais qu'est-ce que ça vient faire? Ben, ça vient faire que si Lacan le dit, c'est que il n'y a pas que les analystes new-yorkais qui étaient dans cette situation, ses élèves aussi. Il fallait voir comment, avant 74, certains analystes, y compris même des élèves proches de Lacan, vous recevez. Je ne vous parle pas par oui dire. J'ai commencé une analyse avant 74. Donc, j'ai fait cette expérience, comme d'autres, comme beaucoup d'autres. On ne peut pas dire qu'ils étaient particulièrement détendus, particulièrement naturels, et ils se poussaient quand même du col. Surtout quand on leur demandait une analyse et qu'on n'était pas un grand malade, avec un monde très compliqué, où ils auraient pu retrouver leurs insignes de psychiatre, par exemple. Mais quand vraiment c'était une analyse, qu'on était un névrosé lambda. Hors les circuits du soin, qu'on était pris dans la pensée, par exemple. Là, ils se poussaient du col. Je me rappelle même, je ne pourrais pas vous dire, enfin si, je peux vous dire ça, je me rappelle même un rendez-vous chez une personne, je dirais pas son sexe, dans un petit château, et au-dessus du fauteuil de l'analyste en question, il y avait un Raoul Dufy, c'est un peintre ayant une notoriété en France et quand même valant son pesant de billets de banque, et qui était en bas marqué, ça se voyait très bien, qui était dédicacé à la personne qui me recevait. Donc c'était pas seulement quelqu'un qui avait acheté le tableau en galerie, quelqu'un qui connaissait le peintre, qui lui avait soit offert, soit
un prix d'amis, enfin, peu importe, ça montrait le chic de l'expérience. Je peux vous dire que, en matière de se pousser du col, le tout étant, alors on peut avoir des Picasso ou autre chose, et être absolument naturel et détendu, la personne en question. Mais là, en quelque sorte, elle avait les insignes absolus. Donc, vous voyez que ces phrases sont importantes, puisqu'en quelque sorte, là, quand on nous dit, oui, là, vous avez le semblant, mais le semblant parodié, le semblant affiché, le semblant converti, en quelque sorte, à un aspect de fétichisation. Et il dit, eh bien, si vous procédez ainsi, il y a un nom pour vous. C'est bouffon. Vous êtes un bouffon. Si c'est au pluriel, vous êtes des bouffons. C'est une référence surprenante. Quand j'avais travaillé le texte seul, je la trouvais surprenante, mais parce que vous êtes là, parce que vous faites partie du concept de l'exposé en ceci que je vous l'adresse, ça me paraît beaucoup moins surprenant parce que on va appeler bouffon celui qui affiche plus que nature le semblant jusqu'à le fétichiser. Donc peu importe que ça soit un château, peu importe qu'il y ait des tableaux de maître ou pas de tableaux de maître, c'est un usage qui fétichise, qui réifie et qui justement appelle à l'identification, c'est-à-dire à l'être. Et la phrase tombe, il m'a fallu vous le dire pour qu'elle m'apparaisse aussi nettement, même comme bouffon, vous êtes justifié d'être des apostrophes. C'est-à-dire que le bouffon, vous imaginez que c'est celui qui joue des semblants, et en fait, c'est celui qui est dans la catégorie de l'être malgré ce qu'il prétend. Il joue des semblants, mais il les affiche dans son jeu de façon telle qu'ils sont plus semblants que nature et qui, en quelque sorte, il se fétichisent. Le terme fétichisme n'est pas dans le texte, je l'ajoute, ça me semble pas un forçage. Afficher, l'affichage, c'est une façon de fétichiser. Donc, de retrouver de l'être. Puisque vous savez que le fétiche, chez Lacan, lorsqu'il utilise la référence au fétichisme, on la trouve à peu près pour la perversion jusqu'au séminaire 10, où ensuite c'est l'angoisse, il va trouver un autre paradigme qui est le masochisme, qui est autrement plus puissant pour démontrer ce qu'il a à démontrer, mais le fétiche alors qu'il se constitue dans un jeu signifiant, dans une suite métonymique, n'est pas un signifiant. Il se réifie donc plutôt du côté de l'objet, ou s'il préférait employer d'autres termes plus postérieurs de Lacan, de la fonction d'une lettre ou d'une trace. Ce n'est pas un signifiant. C'est pour ça que le fétiche satisfait toujours son fétichiste, et on n'a jamais vu un fétichiste se plaindre de son fétiche, comme le rappelait en s'amusant Freud lui-même. Eh bien voilà, un bouffon, c'est ça. Un bouffon, c'est celui qui affiche le semblant en disant « c'est un semblant ». On pourrait peut-être lire, avec cette référence au semblant, pour être amusant, pour ceux qui aiment la mode, on pourrait lire les textes sur Brummel, le dandy, et un très beau texte de Barbé d'Aurevilly sur le dandysme. Et en fait, un dandy anglais, il est vrai, cette catégorie que la civilisation britannique a su isoler,
ne porte pas, par exemple, ne porte jamais, par exemple, d'habit neuf. On met pas une veste neuve, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été mise. C'est pas possible. On pourrait presque dire que souvent, quand on met une veste neuve, une cravate neuve ou un manteau neuf, il se repère immédiatement comme manteau neuf, comme veste neuve, comme cravate neuve. En français, on dit parfois se mettre sur son 31. On s'affiche et ça se voit. On voit que c'est neuf. Le dandy, c'est pas du tout ça. Et Brumel est très clair là-dessus, et les commentateurs aussi. Il faut que ça soit déjà usagé. C'est-à-dire que ça soit un semblant, en quelque sorte, au sens où Lacan le définit, et non pas un semblant affiché, un semblant plus nature que nature. Or, le costume neuf, apprêté, comme l'on dit aussi en français, c'est une façon d'afficher qu'il sort du magasin, ou qui sort du tailleur sur mesure, peu importe. Mais c'est la première fois qu'il est mis. Et ça fétichiserait le dandy. Le dandy, c'est pas ça. Eh bien, c'est pareil. On pourrait presque dire que le dandy, ça serait l'usage que propose Lacan du semblant, c'est-à-dire détendu et naturel, comme il faut détendre une veste parce qu'elle est trop rigide avant d'avoir été mise, elle doit être prise dans le corps, elle doit avoir ses marques, le corps doit travailler le tissu, doit rompre la rigidité, et que c'est simplement dans un deuxième temps, pour le dandy, que le vêtement se met. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils achètent des vêtements. Le véritable dandy, ça veut dire qu'il achète des vêtements d'occasion. C'est que, par exemple, vous pouvez avoir un domestique qui vous casse vos habits. Un valet, comme on en voit dans les châteaux anglais, enfin, dans les textes du 19e siècle ou dans les films, qui cassera votre vêtement, et ensuite, quand il aura été cassé, il faudra pas que néanmoins il prenne trop la forme du valet, il faut le prendre juste avant qu'il soit cassé, mais qu'il n'ait pas encore pris la forme du valet, pour qu'il prenne la véritable forme du dandy. C'est-à-dire, si possible, du noble anglais. Eh bien, vous voyez, je me suis amusé là à vous parler du semblant et du dandy, parce que j'aime beaucoup le texte de Barbé d'Aurevilly, j'aime beaucoup d'autres textes que j'ai lus. Les références ne m'orientent pas forcément, mais j'ai lu tout ça avec un immense plaisir en son temps. De même, le livre des snobs de Thackeray, qui est un livre formidable. Eh bien, vous apercevez que c'est une façon d'illustrer par la mode, par le style, le semblant au sens de Lacan. Et que là, par contre, nous étions dans un usage à l'IPA du semblant affiché, du semblant en quelque sorte théâtralisé, montré, donné à voir, un peu comme si on laissait l'étiquette « c'est neuf et ça coûte cher », comme les vêtements où il y a les marques vues à l'extérieur, sur les chaussures, les vêtements, on sait que c'est cher parce que c'est une marque, etc. Et que là, Lacan nous dit, vous savez, d'accord, à l'IPA, mais vous, mes chers élèves, est-ce que vous n'êtes pas comme à l'IPA, vous les lacaniens de 74? Et si l'usage du semblant que vous en aviez vous rendait détendu, naturel, quand vous recevez quelqu'un qui vient vous demander une analyse, qui vient vous apporter le plus unique, le plus précieux qu'il a et qui ne sait même pas comment présenter, le cas échéant, eh bien, vous pensez pas que vous n'avez pas à vous pousser du col neuf, c'est-à-dire d'un semblant réifié. Autrement dit, revoyez votre copie sur ce qu'est un semblant, tirez-en quelques conséquences
Et le nœud ne se porte pas, le nœud beau, ne se porte pas en décoration, mais il est ce dont on se sert. C'est la même chose qu'à propos de la veste. Si on s'en sert de la veste, comment faire pour la première fois? La mettre puisque on s'en est jamais servi. Il faut donc la casser, la faire casser avant. Et en quelque sorte, c'est ce qu'il propose et que je trouve, avec ces métaphores, cette dernière métaphore vestimentaire, extrêmement précieux. Il est 22h17, j'avais prévu 8 pages en me disant cette fois-ci ça sera court. Je suis arrivé à 3 pages et demie. Je suis désolé, mais il faut croire que j'avais besoin de m'expliquer certaines choses, donc je reprendrai la prochaine fois mes 3 pages et demie. Je vais marquer d'un trait.